Merci à tous d'être là. Donc je voudrais vous inviter à un grand voyage dans le temps. On va balayer une période de 1760 à 1824. Un voyage dans l'espace, puisque je vais partir des salons feutrés de Londres et vous emmener au fin fond des prisons de la Tasmanie néocoloniale. Et pourquoi ce grand voyage, vous allez me dire? C'est parce qu'en fait, c'est la toile de fond de mon dernier roman, où deux protagonistes, Alexander, qui est un vieil Anglais qui a été marchand de curiosités dans le Londres de la fin du XVIIIe siècle, raconte sa vie. Un jeune Français un peu naïf, Tristan, qui vient juste de débarquer à Londres. Il est dessinateur, on l'a embauché pour mettre au point l'aménagement des docks de Londres. Et il écoute ce vieux bonhomme raconter sa vie. Et après, à partir de 1818, Alexander va disparaître et ça va basculer. Et c'est là que nous partirons en Australie et en Tasmanie. Donc, j'en dis pas grand-chose sur l'histoire elle-même, sur l'intrigue, ça n'a pas un intérêt fulgurant. Ce qui est intéressant, c'est l'époque. Pourquoi ? Pourquoi, évidemment, cette époque, elle est passionnante, de la fin du XVIIIe siècle au tournant du XIXe. Parce que ce qui m'intéresse par-dessus tout, c'est la notion de curiosité dans ce siècle des Lumières. Qu'est-ce que c'est que la curiosité ? Est-ce que c'est un ressort dynamique pour le savoir, ce qui serait logique? Est-ce que c'est au contraire, c'est pas forcément au contraire, mais un outil, un instrument d'aliénation d'autrui, si on s'intéresse, si on est curieux par rapport à cet autrui des ailleurs, un sujet d'aliénation qui pourrait conduire à voir l'autre comme une expression de divertissement, même jusqu'à l'exposer de manière raciste. En fait, si on pose la question de la curiosité dans ce conflit, en ces deux termes, on aboutit à une impasse. Ce que Foucault appelait l'impasse des Lumières, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Pour ou contre, c'est impossible. Ce qu'il faut voir, c'est que les Lumières, c'est un mouvement qui n'est pas monolithique, qui est pluriel. Ce qui est intéressant dans ce phénomène des Lumières, c'est la pluralité, le moment de tension, de débat, de questions qui ne sont pas résolues forcément. Par exemple, est-ce qu'il y a l'intérêt, quel est l'intérêt du commerce, quelle est la dangerosité d'une religion? Est-ce qu'il y a des moyens de l'intérêt à la publicité dans ce fin du XVIIIe siècle où les magazines, les images, les gazettes se multiplient? Tout ça, c'est compliqué à répondre. Et pour nous qui sommes, je trouve cette question absolument passionnante parce que pour nous qui sommes des modernes, notre universalisme dont on se revendique on voudrait s'appuyer, et Dieu sait si c'est à la mode, s'appuyer sur l'héritage des Lumières, se revendiquer d'une formule toute faite, intellectuelle, simple, sur laquelle on a bâti notre universalisme. Eh bien, il faut s'en méfier. C'est faux, c'est compliqué, c'est contradictoire. On parle de l'ambivalence des Lumières, et c'est un peu ce que je voudrais montrer en toile de fond également de ma présentation de ce soir. En corollaire de cela, je voudrais également mettre un petit point, puisque nous allons nous intéresser évidemment aux collections, aux objets venus d'ailleurs, puisque nous sommes réunis au sein de la galerie d'Antony. En corollaire de cela, on va voir des muséums privés qui sont le fait de princes en quelque sorte, qui vont tomber en ruine, et il va se modeler grâce et par la Révolution française des musées publics où l'instruction sera le mot d'ordre de ce qui va advenir. Donc voilà, ces points-là, surtout cette curiosité, voilà ce qui m'intéresse. Je dis cela en introduction parce que, peut-être comme plusieurs d'entre vous, j'ai regardé Ken Follett hier soir à la grande librairie.
Et ce grand romancier anglais historique sort un nouveau volume après Les Piliers de la Terre, et il situe ses romans qui sont des pavés que je n'arrive pas à lire, il situe son dernier roman à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre. Et lui, il dit, qu'est-ce qui m'a fasciné? C'est l'avènement de la révolution industrielle. Donc moi, ce n'est pas du tout ce que je vais vous présenter ce soir, c'est un autre point de vue, c'est regarder l'histoire avec un grand H sur une autre paire de lunettes, mais voilà, ce n'est pas ce qui sera ce soir. Nous, on va s'intéresser donc au musée. Donc pour l'histoire, juste l'histoire de l'intrigue, voilà de quoi je suis partie. Mettons un petit peu la cuisine de l'écrivain amateur. Je suis partie de cette gravure. C'est la seule gravure que nous ayons, qui est au British Museum, de l'intérieur du musée d'Ashton Lever après 1786, qui est un musée de curiosités, comme vous pouvez le voir. On distingue des animaux empaillés. Si on regarde bien, on va trouver au fond des coquillages. Je suis partie de là en imaginant que mon Alexander a été représenté par la peintre qui est Sarah Stone, qui a dessiné ce dessin à partir duquel on a fait une gravure, et qu'elle s'est représentée elle-même derrière, ici, et qu'elle regarde mon héros, et qu'à partir de là, quand il a vu ce dessin, il s'est dit, mais moi je l'aimais, mais donc elle m'aimait peut-être. Et donc ça va être une course par rapport à ce dessin. Mais laissons-le tomber pour l'instant et voyons un petit peu les protagonistes en présence. À part mes deux héros, Alexander et Tristan, tous les autres sont des personnages bien réels. Donc c'est pour ça que je vous parle de cette toile de fond. Tout est parti d'Ashton Lever. Ashton Lever, c'est un gentleman anglais qui a fait fortune dans le commerce du textile, un homme très riche, qui s'est passionné tout de suite pour les oiseaux. Il chassait les oiseaux. Et puis, comme il n'avait que cela à faire, petit à petit, il est devenu un érudit en histoire naturelle, donc ornithologie bien sûr, mais il a commencé à collectionner beaucoup de choses, des coquillages, tout ce qui pouvait être. Et donc, à partir d'un moment, il a eu tellement d'artefacts, de naturalia et d'artificialia, comme on appelait ça, qu'il a ouvert un musée. Il a ouvert un musée d'abord à côté de chez lui, mais ensuite à Londres. Et le seul dessin que l'on ait de ce musée, qui ouvre en 1774, c'est le dessin qui est ici et qui a été fait par cette même Sarah Stone. Donc le musée d'Ashton Lever, avant 1786, le voilà. Après 1786, c'est, puisqu'il a déménagé, je vous expliquerai pourquoi, c'est la gravure que je vous ai montrée. Sarah Stone, qui est une de mes héroïnes, mais réelle, mais sur laquelle on ne sait rien, c'est une jeune femme qui, à 16 ans, a été embauchée par Ashton Lever pour peindre tout ce que contenait son musée. Elle avait un faible pour les oiseaux, lui aussi, ça tombait bien. Donc, elle a beaucoup fait de dessins de ces oiseaux. Et c'est grâce à elle, on va en reparler plus tard, que lorsqu'Adrian Kepler, que vous connaissez, qui a essayé de chercher les objets qui venaient des voyages de Cook, a pu, grâce au dessin de Sarah Stone, identifier certains de ces objets. Donc voilà notre musée qui va être dispersé en 1806. La grande vente de 1806 dont je parlerai, voilà un extrait du catalogue de vente et on voit que le lot 887 est un dessin en couleur de l'intérieur du Leverian Museum, dessiné par une Madame Stone qui s'est mariée après, qui a été adjugé à une Madame Oliphant, qui n'a acheté que ces deux lots-là. Avant, c'était un portrait d'un cheval, enfin, je ne sais pas si on dit portrait, un dessin de cheval, et puis le Leverian Museum. Donc, comme je vous l'ai dit, mon héros est fou de ce dessin-là. Donc, j'ai fait une petite entorse à l'histoire parce que je ne sais pas. Le dessin de cette gravure est perdu à jamais. Le British n'a que cette gravure. Et où est ce dessin-là ?
ce qui est possible, mais bon, j'ai fait croire que c'était ce dessin-là. Et donc, mon héros recherche vivement ce dessin-là. Voilà un petit peu la trame de l'action. Le panorama. Le panorama de Londres, sous George III, c'est d'abord un port extrêmement florissant, un port très encombré, d'où ce que je vous disais tout à l'heure, mon jeune Tristan, il vient ici parce que quelques années plus tard, au début du 19e siècle, il va y avoir un très grand aménagement des docks, d'autant plus que les commerçants se plaignaient qu'il y avait des vols, donc on a redessiné des bassins privés et gardés également. Nous sommes sous George III. George III, son épouse, la reine Charlotte, qui n'a pas eu moins de 15 enfants, un monarque très strict qui prend le pouvoir en 1760. Sous son règne, ça va être une succession de guerres. 1760, il arrive en pleine guerre de 7 ans. La guerre de 7 ans, c'est 1756-1763. C'est la France, l'Angleterre, contre, bien sûr, l'Angleterre, la France avec certains alliés, contre l'Angleterre avec d'autres, sur des questions de territoire, de colonies. Donc une guerre qui est mondiale, on appelle ça une des premières guerres mondiales, et qui a pour surtout corollaire de mettre à sec les finances du royaume. Donc ça, c'est très grave parce que 1773, il y a un événement important en Amérique, c'est la Boston Tea Party. Et pourquoi est-ce que ça a un rapport avec ça? C'est parce que George III, après cette guerre de 7 ans, quand il y a eu des traités en 1763, les caisses étant vides, il a taxé, mais tout ce qui était possible et inimaginable. Même il y a des choses très, très rigolotes qui sont taxées. Et moins rigolo, le thé à 150%. Donc, c'est ce qui a donné cette révolte de la Boston Tea Party 73, qui sont les prémices de la guerre d'indépendance des États-Unis, 1775-1783. Et là, on enchaîne sur George III, qui est en guerre contre la France révolutionnaire, puis la France napoléonienne. Donc un monarque jusqu'au bout, puisqu'en 1814-15, il est mis sous régence parce qu'il est à moitié fou, qui a été qui a eu un règne très, très mouvementé sur le point de vue politique international. Du point de vue plus privé, j'ai pris cette dame qui existait pour de vrai, qui est Marie Delany, qui a l'air bien sévère, mais qui en fait était une Anglaise d'origine française très intelligente, très ouverte d'esprit, et qui va se mettre sur le tard à réaliser des dessins de fleurs qu'elle va prendre. Elle va prendre des exemples dans les grands jardins d'une de ses amies qui est la duchesse. Et donc, comme vous le voyez, elle a fait plein de compositions qui sont florales, qui sont actuellement, mais faites de petits papiers, actuellement au British Museum. Cette femme, je disais, très intelligente, elle fait partie des intellectuels de ce XVIIIe siècle où les femmes n'avaient pas trop vraiment de place. Elle fait partie de l'association des Bas Bleus. Les Bas Bleus, c'est une association qui a été créée vers 1750 par Élisabeth Montaigu et qui très vite est devenu un nom péjoratif, bas bleu, blue stocking, comme un petit peu Molière aurait dit bof, les précieuses ridicules ou les femmes savantes. C'était en fait des associations de femmes, mais qui acceptaient absolument tout le monde, des hommes aussi, pour parler des sujets littéraires, scientifiques, des vrais intellos, on va dire. Pourquoi les bas bleus? Parce qu'il était d'usage sous George III que l'on s'habilla assez bien pour aller à droite, à gauche dans les salons. Et les hommes se devaient d'avoir des bas de soie blanc ou bleu, ou noir, pardon. Et un jour, un homme qui n'avait pas cela est arrivé en bas bleus et s'est excusé du fait des bas bleus.
Et elle a dit, mais monsieur, mon salon est ouvert aux gens d'esprit, non pas à ceux qui sont bien habillés. Et donc, elles ont pris par dérision ce nom de bas bleu. Donc, je vous le disais, Marie Delany, dont j'ai fait la tante de mon héros, il a grandi avec elle. C'était une femme extrêmement intelligente et férue d'histoire naturelle. En cela, elle a rencontré la duchesse de Portland, qui était à l'époque, vers 1770, la femme la plus riche du royaume, une richesse de noblesse, et son mari est mort vers 1770. Donc Marie Delany était vraiment amie très très proche de la duchesse de Portland et venait très souvent chez elle. Elle avait, comme il se devait, une résidence secondaire que nous voyons dans la grande banlieue de Londres. Et c'est un endroit très important, Bulstrode, parce que tous les naturalistes de l'époque, les scientifiques, passaient par chez elle. Dès qu'elle le pouvait, elle demandait qu'on lui ramenât des exemplaires d'histoire naturelle, des coquillages, mais aussi des plantes de pays lointains. Et donc, elle avait toute une partie de ses jardins qui étaient faits de plantes venues d'ailleurs. À Londres, elle avait un très grand palais, en quelque sorte, où elle y mettait sa collection. Et son clou de collection, c'était les coquillages. Elle avait la plus grande collection de coquillages de l'époque. Des coquillages, ça nous semble un petit peu désuet, mais à l'époque, ça valait très, très cher. Je vous ai mis en petite vignette deux sujets un petit peu spéciaux. C'est parce que je vais vous parler de macaronis. Les macaronis, ce sont ces jeunes hommes ou ces jeunes femmes élégants, un petit peu comme les dandys du 19e siècle. Il faut dire, comme je vous l'ai laissé entendre, que la cour de Georges III était très stricte. Le roi était en culotte sombre, pantalon sombre, marié à la reine Charlotte, 15 enfants, on ne badine pas. Les macaronis s'élevaient un petit peu contre cela, et donc c'est peut-être un petit peu comme les incroyables du directoire, avaient des tenues absolument extravagantes, et on les voit ici s'extasiant devant un coquillage. Donc voilà, ce macaroni, c'était les jeunes gens à l'époque, ils faisaient aussi le grand tour en Europe, c'était quelque chose d'important. Je vous le cite pour expliquer une caricature que l'on va voir tout à l'heure, quelque chose qui était assez connu comme nos dandys. Je vous ai parlé muséum privé. Il n'y avait pas qu'à Londres qu'il y avait le grand musée d'Ashton Lever, mais en province, par exemple, voilà deux muséums dont c'est les seuls dessins d'intérieur que nous puissions avoir. Le premier qui est le Boulterian Museum par Boulter, qui était un antiquaire à Yarmouth. On voit un petit peu l'entrée, le billet d'entrée qui vaut 1 shilling. Et puis, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ces muséums de l'époque? Vous voyez des animaux empaillés, peut-être un buste antique, un grand vase antique, une momie, je ne sais pas. Les médailles étaient très très appréciées également. Ça coûte 1 shilling. 1 shilling, alors j'ai fait des petites recherches parce qu'on va parler argent avec les ventes. 1 shilling, c'est le prix à l'époque de 450 grammes de bonne viande grasse, de lard fumé. Voilà, pour vous donner une petite idée. Il faut 20 shillings pour acheter un mouton. Et j'ai ma tête qui déraille un petit peu, mais je crois que dans une guinée, à l'époque, une guinée c'est un peu plus d'une livre, il y a 21 shillings et il faut 5 livres pour avoir une montre en argent et 15 livres pour avoir un cheval ordinaire. C'est un petit peu pour vous donner les idées de prix. On va voir tout à l'heure des prix d'objets. Vous allez voir, les objets n'étaient pas si peu chers. On dit toujours, mais dans le temps, c'était pas cher.
Mais vous allez voir, c'est pas si donné que ça. L'intérieur d'un autre musée, Richard Green, qui était apothicaire à Lichfield. Ce qui est intéressant ici, là, vous voyez, on voit des objets des mers du Sud, un gorgeret de Tahiti, des massues. Il y a des objets ici. Le clou de sa collection, c'était une horloge qui était sous la forme d'une tour gothique et qui sonnait les heures sur des airs connus de Handel, etc. Ces deux muséums ont été identifiés par Adrienne Kepler et aucun des objets de ces muséums n'ont été retrouvés. Ce qui est plus étonnant à la limite par Richard Green parce qu'il est l'un des premiers à publier des catalogues de son musée. Et ça, c'est une mine d'or, on les a retrouvés. Mais il y a une vente en 1793 et tout a été éparpillé. Donc, premières expéditions et grand marchand londonien, George Humphrey, qui est celui qui va prendre sous sa coupe, ai-je imaginé, mon petit Alexander, qui à l'époque est assez jeune, et le grand marchand de curios de l'époque. Et premières expéditions, il va être sur les quais à l'arrivée des bateaux. Et la première expédition anglaise, c'est Samuel Wallis qui a de l'importance, qui n'est pas très connu. On l'a envoyé, l'amirauté l'a envoyé parce qu'on cherche à l'époque le fameux continent austral, puisqu'on sait qu'il y a tant de terres émergées dans l'hémisphère nord. Pourquoi n'existe-t-il pas la même chose dans l'hémisphère sud? Donc c'était la grande question de l'époque. En fait, il ne va pas aller très très au sud, lui. Mais il va ramener quelque chose d'important, il va découvrir Tahiti pour les Anglais. Ça, c'est assez extraordinaire. Voilà une gravure au départ, ça se passe mal, la première rencontre du Dolphin qui est son bateau à Tahiti. En fait, ça fait des jours de mer, il a vu l'île, il ne veut pas accoster, il voit bien qu'il y a plein de pirogues et les insulaires ont l'air vraiment très très hostiles, mais pressé par ses marins et puis parce qu'il n'y avait plus d'eau, plus assez de nourriture, il va quand même débarquer à Tahiti. Après des premiers échauffourées, ça va bien se passer relativement dans ses premiers contacts. Et après, il va donc revenir à Tahiti, à Londres, pardon, en juin 68. Et ça, c'est important parce que Cook va partir en août 68 avec pour première mission d'aller observer le transit de Vénus. Et il fallait un point sur Terre qui corresponde à une bonne observation. Et donc Tahiti était donc le candidat le parfait pour cette expédition. Donc, voyage de Cook, j'en ai très souvent parlé, je n'y reviens pas. Premier voyage, donc c'est le voyage en vers. Tahiti, c'est la première grande escale parce que c'est là que l'on peut faire des observations astronomiques, comme je viens de le dire. Après, il ouvre sa seconde lettre de mission, aller le plus au sud possible pour découvrir ce fameux continent austral. Il y va un petit peu. Nouvelle-Zélande, cartographie l'Australie, déclare l'Australie terra nullius déjà, et que Botany Bay est probablement l'endroit le plus extraordinaire au monde pour s'installer, et puis revient. Il repart très vite avec toujours deuxième mission. Cher ami, vous n'êtes pas allé assez au sud, allez donc au sud, par l'amirauté, facile à dire. Donc voilà le voyage en bleu. Tahiti, toujours, c'était un point intéressant pour l'hivernage avant de redescendre en période d'été austral, évidemment. Tonga, l'île des Amis, où il passe beaucoup de temps, une première tentative au sud, l'île de Pâques, et on repart, les îles Marquises, et une deuxième tentative très très au sud ici, pour rentrer et déclarer définitivement il n'y a pas de Terra Australis.
Troisième mission, troisième expédition, il a ramené un Tahitien dans ses bagages, il faut le ramener à Tahiti, et puis beaucoup moins désintéressé, donc Tahiti. Nous sommes en rouge ici, voilà. Essayer de trouver un passage du nord-ouest, ça c'était encore une des grandes inconnues de l'époque. Cartographier évidemment toute la côte ouest du nord américain, et puis relâche à Hawaï, et puis en 1779 ce que l'on connaît bien, c'est-à-dire l'assassinat de Cook. Donc beaucoup d'objets collectés, beaucoup d'objets, mais ça c'est ce qui nous intéresse, mais aussi de spécimens d'histoire naturelle collectés. Et nous voilà avec les personnages qui vont prendre part à ces expéditions. Je vous ai promis des portraits en couleur. Voici le premier, c'est Joseph Banks, l'incontournable Joseph Banks, l'incontournable dans le premier voyage, un gentilhomme très, très fortuné qui va obliger Cook à l'embarquer en quelque sorte, et qui va devenir au fil des ans, vous voyez il a une grande longévité, qui va devenir un personnage très très important de la société londonienne, du gouvernement londonien, parce qu'il sera le président de la Royal Society et va peser de tout son poids sur beaucoup de décisions. Le voilà donc au retour du premier voyage de Cook, admiratif de la culture maori, donc enveloppé d'un manteau maori qu'il s'est fait offrir, et donc il se croit à l'égal des chefs maoris, et puis de beaucoup, si on voulait détailler, il est très intéressant de voir tous les artefacts qu'il a rapportés. Beaucoup plus tard, le même président de la Royal Society. Et là, je vous parlais de macaroni tout à l'heure, le voilà en macaroni, c'est-à-dire par les caricaturistes de l'époque qui dit que c'est un macaroni qui essaye d'attraper une mouche. Parce qu'à l'époque, on disait, mais pourquoi tant de ces expéditions au bout du monde, ça coûte cher, justement, il n'y a pas d'argent, pourquoi faire ça? Donc on voit les deux pieds sur l'épaule et on dit, bah oui, moi je vais au bout du monde, c'est ce qui est marqué là, pour attraper une simple mouche, ce qui n'est pas tout à fait la réalité. Il en est de même pour son secrétaire, Daniel Solander. Daniel Solander, c'est un très très grand naturaliste. C'était l'élève préféré de Linné, le grand Linné, Carl von Linné de l'université d'Uppsala, auprès duquel il a fait ses études. Le voilà ici, Joseph Banks, Daniel Solander. Il deviendra, Banks va le prendre pour le premier voyage comme son secrétaire. C'est un très grand naturaliste. Après, il va travailler au British Museum et il va ne cesser de cataloguer la collection de Banks, qui est absolument faramineuse, et cataloguer aussi la collection de la duchesse de Portland qu'on a vue tout à l'heure. Ici, nous avons James Cook, John Hawkesworth, qui est celui qui va écrire de manière légèrement erronée les voyages de Cook. Et Lord Sandwich, qui est un des grands mécènes de Cook. Lord Sandwich, c'est pour ça que Cook va appeler Hawaï les Sandwich Islands au départ. Daniel Solander, qui est lui aussi pris pour cible des caricaturistes et donc affublé de macaroni. Je n'ai pas compris, il faut être très fort dans une langue et dans l'époque pour comprendre les caricatures. Les Lumières en Allemagne, ce que je vous disais au début, les Lumières, ça prend beaucoup de formes. L'Allemagne, on n'en parle pas tellement, et pourtant Göttingen rayonnait de mille feux à l'époque. Il y avait une université, voilà la bibliothèque vers 1820, on imagine, c'était quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi il y avait vraiment des savants, toute cette Europe avant 1800 et même après échangeait beaucoup. Et John Friedrich Blumenbach était peut-être l'un des plus grands savants connus. C'était un médecin et il a fait beaucoup de recherches sur les races humaines. Ça commençait à être l'époque, mais lui, il avait une approche
structuraliste de l'humain. Et il en était bienvenu à dire qu'en fait nous sommes une seule espèce, une seule race, égale, j'ai mis le mot, mais j'aurais dû mettre la suite, selon les opportunités, selon l'environnement. Si vous êtes au fin fond du bush australien, vous ne développerez peut-être pas si vite que pour lui, à ses yeux, qu'à Londres. Enfin, bref. Et donc, l'intérêt de vous parler de lui, c'est parce qu'il va faire une grande demande d'exotica auprès du roi George III en 1781. C'est George Humphrey qui va se charger de cette grosse commande. Pourquoi ? J'ai oublié de dire que George III était le dernier prince électeur de Hanovre et donc il avait des liens très forts avec Göttingen. Ça explique que Göttingen a un musée qui est extraordinaire, malheureusement que je n'ai pas vu, sur les artefacts du second voyage de Cook. Second voyage de Cook, pourquoi ? Essentiellement, parce qu'il y a 2 Allemands qui ont embarqué. Joseph Bank voulait évidemment embarquer, mais niet. Cook lui a dit non, parce qu'il avait des prétentions, et on peut le comprendre. Imaginez les bateaux à l'époque pour des grandes traversées. Banks voulait une grande cabine, au moins avec une petite fenêtre, et ça lui a été refusé. Et donc, Banks a placé Johann Reinhold Forster et son fils George. Johann Reinhold Forster est allemand. Il est très connu à l'époque, c'est un érudit, un polyglotte. Il a été en Russie pour travailler pour Catherine II sur un état des lieux des colonies allemandes en Russie. Et puis, comme il avait son franc-parler, c'est vraiment un personnage, il s'est fait chasser de Russie. Et donc, il a atterri à Londres avec son jeune fils à 14 ans, qui lui aussi était extraordinaire. Il vivait de traduction. Et donc, il a embarqué dans le second voyage avec son fils comme aide. Il a obligé Cook à le prendre, son fils. Et quelle bonne idée, parce qu'en fait, le plus important des 2, c'est George Forster. Je dirais un citoyen du monde, un homme absolument, un jeune homme extraordinaire, qui, outre d'être érudit, naturaliste, est quelqu'un qui avait une sensibilité dans ce second voyage ethnologique avant l'heure. C'est-à-dire qu'il avait une finesse d'esprit pour essayer de comprendre, et il voulait comprendre les peuples qu'il rencontrait. Donc il y a dans son voyage around the world énormément de finesse de description et d'intelligence par rapport au naturel, ce qu'ils appelaient à l'époque. Ils sont rentrés en Allemagne, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, et Forster a eu un poste à Göttingen, et le père, et le fils George a eu un poste à Kassel, mais il s'est ennuyé très vite, c'était trop petit, il n'était pas fait pour être bibliothécaire. Donc il a suivi Humboldt dans des voyages en Europe, et puis après il s'est enflammé pour la cause révolutionnaire française. Il y a eu une jeune république à Mayence, et il a voulu être porte-parole, il est venu à Paris, mais en fait tout s'est mal passé. Son ami avec lequel il est venu à Paris a été guillotiné, on était sous la terreur, et il est mort en 1993 d'une pneumonie qui était déjà sous-jacente avec ce voyage et qui l'avait très affaibli, mais il est mort dans le dénuement le plus total. Mais quelqu'un de très éclairé, vraiment un des prototypes, on va dire, des Lumières. Je le disais, cette curiosité pour l'autre, comment s'exprime-t-elle ? Dans le premier voyage, Cook avait ramené un Tahitien, Tupaya, sur lequel on connaît pas mal de choses maintenant, mais qui est mort à Batavia. Il faut dire que beaucoup de bateaux relâchaient, Batavia c'est Jakarta, quand ils remontaient des mers du Sud, mais c'était un foyer épouvantable de dysenterie, et la moitié de son équipage y est passé, donc Tupaya. Au second voyage,
un autre Tahitien revient et c'est Omai. Omai, comme Tupaya, c'était des jeunes qui se sont embarqués avec Cook parce que ils avaient été tous les deux, ils venaient de Raiatea, une petite île à côté de Tahiti, et ils avaient été chassés et leurs familles décimées par des gens de Bora Bora. Ils avaient vu la puissance de feu des Anglais et ils n'étaient pas fous. Ils se sont dit, bon, si je copine avec les Anglais, je vais aller chercher des armes, ces fameuses armes que nous, on n'a pas. Donc c'est certainement pour cela qu'il est monté à bord du bateau de Cook. Arrivé à Londres, il a été un des sujets de curiosité un temps seulement. La curiosité était quand même très volatile. Il a été pris sous la bonne coupe de Banks, évidemment, qui l'a introduite à la bonne société. Il y a eu des portraits de lui, contrairement à Tupaya, alors qu'il portait vraiment le costume anglais. On l'a habillé, déguisé en prince tahitien romantique, on va dire. La curiosité pour l'autre, je vous l'ai dit, passe par les images, évidemment, voilà, les portraits, par des nouvelles technologies. Il y a un homme d'origine française, Philippe James de Lauterbourg, qui est un ingénieux qui a monté des pièces de théâtre. Et c'est vraiment un technicien hors pair. Et il a eu l'idée d'inventer une machine, on va dire, qui s'appelait l'Eido Physicon et qui est, grâce à des poulies, je ne sais pas très bien comment ça pouvait marcher, il arrivait à reconstituer des paysages avec des sons également, des paysages de tempête. Et si vous voulez, c'est comme un très vieil ancêtre du cinéma. Il a eu l'idée de mettre en scène Omai. C'était une pièce en 1785 où il faisait jouer à Omai. Là aussi, cette curiosité a déjà dévié, puisqu'il faisait jouer à Omai le rôle d'un Tahitien qui était venu à Londres essentiellement pour chercher une épouse. Parce que les Tahitiens, on avait une idée avec Bougainville qui avait précédé, qui était en même temps que Wallis à peu près, Tahiti, l'île de Citer, la sexualité libre, voilà. Donc Omai, s'il venait ici, c'est juste pour chercher des femmes. Ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on sait qu'à la fin de la représentation de Omai et de Lauterbourg, il y avait de vrais personnages qui ont cheminé sur la scène en costume d'époque, très vraisemblables par rapport à des choses que l'on connaît de Tahiti ou Maori. De Nootka, ici, on connaît des chapeaux qui sont comme ceci. Et donc, là aussi, c'est une grande énigme de collection, c'est-à-dire d'où viennent-ils ? On a Adrian Kepler émet une petite piste par John Weber, qui était le dessinateur du Troisième Voyage, qui avait une grande collection. Et on a quelques traces de la vente de la collection en 1812. Et simplement, il était noté un casque de Hawaï et un pectoral de Tahiti, mais c'est perdu. Donc, une petite incise sur les collections. Donc, curiosité. Curiosité, ça passe par les verbes que je vous ai donnés. Qu'est-ce qu'on veut ? On rapporte, on montre. Montrer cette envie de collectionneur de montrer ses objets, montrer les autres aussi, c'est ce qu'on voit avec Tupaya, Omai. Classer, puis hiérarchiser, évidemment, les objets, les autres. Recruter, exhiber. Peut-être le premier dans l'ordre chronologique, c'est Aoturu. Aoturu, il est venu en France avec Bougainville. J'ai mis c'est une erreur que j'ai faite dans mon livre, j'ai mis un flouté ici parce que je me suis rendu compte que cette image que l'on donnait sur Internet, c'est pas Aoturu. Voilà, c'est simplement, voilà. Et ça circule comme Aoturu, et on n'a aucune image d'Aoturu, qui est venu en France par Bougainville, qui n'est pas très connu. Il est tombé dans une indifférence incroyable, et même une indifférence des savants de l'époque.
Il est seulement mentionné dans le supplément au voyage de Bougainville de Diderot, qui s'en sert non pas pour essayer de comprendre Aoturu, mais pour être un faire-valoir de la société française de l'époque. Bennelong est moins connu, est connu des Australiens, parce que c'est un aborigène qui a servi d'intermédiaire entre les Anglais à l'arrivée des Britanniques en Australie, et il va venir à Londres en 1792. Un bref séjour ramené par Arthur Phillip, qui est le premier gouverneur, on va en reparler, et Bennelong était estimé par Philippe. Il est revenu en Australie et puis on a perdu un peu sa trace, il est mort assez vite. Et dans un tout autre rayon, Joseph Cabri. Joseph Cabri, ce n'est pas un insulaire, c'est un jeune Français qui a embarqué sur un baleinier, a déserté, c'est le sujet d'un roman de Christophe Granger, je crois, absolument passionnant, qui vraiment a voulu vivre comme les Marquisiens, s'est complètement intégré à la société marquisienne, et puis un jour est parti. Il a été embarqué, on en reparlera une seconde, par l'expédition russe Krusenstern. Il arrive à Moscou, il est l'objet de toutes les attentions, et puis petit à petit on va voir une descente un petit peu aux enfers de cet homme qui va petit à petit faire les foires pour s'exhiber et mourir au fin fond de l'Est de la France dans le dénuement le plus complet. Donc, je vous parlais de la curiosité d'exhibition raciste. Voilà, là, on est en plein dedans, mais c'est un Français, pour le coup. Nos musées, nos collections, eh bien, déjà, nous sommes à la fin du XVIIIe siècle. Il y a des ventes. D'abord, George Humphrey, le grand marchand dont je vous ai parlé, il a trop acheté, mal vendu, je ne sais pas. Mais en 1779, il est acculé par ses créanciers, les dettes, il doit vendre. Il vend tout ce qu'il a. Et 1781, une autre vente aux enchères connue, c'est celle de David Samuel, le chirurgien du 3e voyage de Cook. On a les catalogues de vente. Ça, c'est passionnant. Malheureusement, il n'y a pas d'image. Mais on voit un petit peu, il y en a quelques-uns qui sont annotés. Ça, c'est passionnant. Regardez ici, on a ce que je vais vous montrer tout à l'heure, le lot 238, qui est un bol en bois qui est avec 2 figures grotesques qui vient d'Hawaï, qui a été acheté par Ashton Lever, 5 livres, c'est beaucoup, 5 livres 50, 5 livres c'est la montre en argent dont je vous parlais, c'est énorme. On a un autre, voilà, le 232, c'est un tambour qui vient des îles Sandwich, donc de Hawaï, qui a été acheté par un certain Hunter, dont je vais vous parler. Je pense que c'est peut-être 1 livre et 14 shillings, c'est pas bien net, c'est possible. Humphrey 81, ça y est, il a déjà de l'argent. Il rachète lui aussi un bol de Hawaï. Probablement, c'est pas 1 livre, c'est la Guinée avant 1813, une Guinée 3 shillings, Humphrey. Donc voilà nos acheteurs récurrents en ces temps-là. Et voilà le bol, donc le 238, qui a été dessiné par un autre dessinateur qui travaillait pour Ashton Lever, qui est Thomas Davis. Mais sinon, la majorité des artefacts a été dessinée par Sarah Stone. Voilà donc ce bol. Et le tambour dont je vous parlais, on le retrouve ici. Il a été acheté par ce Hunter. Hunter, en fait, il y a William et John. William, c'est le plus connu. Il a une collection absolument faramineuse. Il a acheté beaucoup de tabac. En fait, Hunter donc, était présent. C'est un chirurgien, un obstétricien aussi. Il s'est occupé de la reine Charlotte. Et c'est lui qui est à l'origine du fameux muséum de Glasgow, avec énormément des milliers d'artefacts sur l'anatomie,
ce qui est normal par rapport à sa profession, mais aussi sur les antiquités anglaises, etc., écossaises, donc le premier grand muséum d'Écosse. Notre belle et chère duchesse de Portland va décéder en 1785. Elle a des héritiers, mais qui ne veulent pas du tout de toute sa collection. Le clou de sa collection, je vous ai dit, c'est sa collection de coquillages. Daniel Solander, qui écrit la préface de son catalogue de vente, dit que le Grand Linné n'a pas décrit un quart des spécimens de cette collection. Il y a un vase absolument magnifique qui est le vase de Portland, une antiquité grecque, et puis quelques artefacts. Donc là, on peut lire aussi, ici, si on arrive à lire, j'ai vu que c'était des wambouns, on a des ceintures, des tapas également. Vous voyez, avec des tout petits prix, puisque là, c'est la colonne des guinées, des shillings et des pence. Donc vraiment des petits prix à l'époque, pour une fois, mais en tout cas sur les artefacts, puisqu'elle a vendu très cher tout ce qui était antiquité grecque et romaine. À l'époque, c'était très couru. Et notre fameux muséum dont on est parti, l'Ashton Lever, le Leverian Museum. Eh bien, en 1786, la même année que la vente de la duchesse de Portland, notre cher Ashton Lever n'a plus un sou. Il faut se rendre à l'évidence, il ne peut plus s'en sortir. Donc il aimerait bien vendre tout son musée au gouvernement anglais. Mais le roi ne veut pas, très probablement parce que Joseph Banks était très jaloux d'Ashton Lever. Et donc il a fait une pression faramineuse sur ça. Et donc, il a eu la permission de mettre son muséum à la loterie. Il y avait 28 000, je crois qu'il y avait 28 000 billets de tombola, avec un seul prix, le muséum tout entier, un seul lot. Chaque billet était de l'ordre d'une guinée. 28 000 guinées, c'était pas mal pour renflouer le muséum. Mais il n'y a que 8 000 billets qui ont été vendus, donc ça ne faisait pas beaucoup. Et malheureusement, le billet gagnant était vendu. Les semaines ont passé et personne n'a réclamé le muséum. Donc Ashton Lever s'est dit, peut-être un mécène élégant me laisse le muséum, j'ai gagné 8000 guinées, bon, c'est déjà pas mal. Et puis, c'est au mois de, juin 86, il y a un monsieur, un James Parkinson, qui arrive avec le billet gagnant et il ne connaissait rien en musée, rien du tout. Il dit voilà, je ne me suis pas présentée avant parce que c'est ma femme qui a acheté le billet. Et puis elle est morte, elle avait une maladie, elle est morte. Bon, j'ai retrouvé ça en vidant ses affaires, donc je viens chercher le musée. Ça a été un gros choc. Du reste, Ashton Lever n'a peut-être pas résisté. On sait qu'il est mort très peu de temps après. Est-ce qu'il s'est suicidé? Ça reste les mystères de l'histoire. Quoi qu'il en soit, ce James Parkinson, il a bien travaillé. Parce qu'il va garder le musée jusqu'en 1806 et il va se démener pour faire des catalogues, beaucoup de publications, comme c'est marqué là, Companion of Museum. En 86, à la fin de l'année, il va même jusqu'à faire construire un autre bâtiment pour héberger le Leverian Museum. Pas vers Leicester Square où c'était, mais de l'autre côté de la Tamise. Donc, il va garder le nom en plus et ne va jamais rien revendiquer pour lui-même. Donc, 1786, j'ai mis de par ordre chronologique tout ce que je vous raconte parce que comme c'est sur plusieurs plans, je crois qu'on s'y retrouve un petit peu plus. Pendant ce temps-là, il y a un grand problème, et ça n'a rien à voir avec les musées, qui agite George III. Il y a beaucoup de monde dans les prisons parce qu'à l'époque, voler le bien de quelqu'un de nanti, un petit mouchoir, c'est bien plus important que de tuer quelqu'un et donc il va 7 ans en prison. Jusqu'en 1783, on s'en sortait un petit peu parce qu'on vendait
les prisonniers pour aller faire de la main-d'œuvre dans les colonies américaines. Mais là, en cette fin des années 80, on ne peut plus avec cette guerre d'indépendance des États-Unis. Et il faudrait bien, surtout qu'il y a des prisons pontons, il y a des bateaux qui sont sur les pontons de Londres où les gens sont entassés, c'est affreux, il y a eu des émeutes, il y a eu des morts. L'opinion publique ne voit pas ça d'un très bon œil, toute cette vermine à côté d'eux qui fait du grabuge. Donc ce serait pas mal de les envoyer ailleurs. Et on réfléchit beaucoup. Et c'est Joseph Banks qui dit « Mais vous savez, Cook, il a dit qu'il y avait une petite terre qui appartenait à personne, Terra Nullius, Botany Bay, c'est magnifique, il paraît que c'est une belle prairie, on peut s'installer là, impeccable. On va les envoyer tous nos, enfin pas tous, mais on va commencer. On va affréter 11 bateaux. On mettra environ 700 femmes, enfants, hommes là-dedans, qui pourrissent dans les pontons. Et puis, ils vont recréer une belle colonie à l'anglaise, bien loin. C'est pas mal. Donc, je le dis un petit peu comme ça, mais ça a été une grande question, quand je parlais de questions irrésolues, qui a à l'époque, donc il y a la Révolution française, donc eux, peut-être qu'ils vont... Mais ça réfléchissait dans toute l'Europe sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est peut-être une bonne idée, après tout, de proposer à des gens de refonder une colonie, est-ce que ça peut être bien? Ou alors on se débarrasse d'eux, voilà. Donc... voilà tous les débats de l'époque. Et donc, la First Fleet, 1788, part avec Phillips Arthur, dont j'ai parlé tout à l'heure, pour aller à Botany Bay. Mais ils arrivent à Botany Bay, et puis en fait, ce n'est pas du tout ce qu'a décrit Cook. C'est une terre aride, très dure à cultiver. Et donc, il cherche un petit peu et il trouve ce qui est là, ici. C'est Port Jackson, l'entrée de ce qui va être Sydney. Sydney, je voulais dessiner en 1799. On voit Port Jackson s'agrandit, ça n'a pas encore le nom de Sydney. Et puis en 1822, 1873, ça va très très vite. Les débuts de la colonie, c'est difficile. Pourquoi? Arthur Phillip, il était quand même... C'est un homme, je pense, qui était intelligent, de bon sens et relativement juste. Il aurait voulu avoir ce qu'on appelait les convicts, c'est-à-dire ces condamnés, ces bagnards, qui aient des compétences en agriculture, des compétences pour bâtir une ville, pour cultiver. Et on lui a refusé. Donc, il est arrivé avec des gens sans vraiment de compétences. L'approvisionnement était limité. Il y avait un bateau. Il en attendait un autre, mais qui a fait naufrage. Donc, très vite, ça a été assez atroce. Il y a eu la famine. Les aborigènes, c'était pas compliqué pour les colons, entre guillemets, puisqu'ils n'étaient pas très vindicatifs. Ils ont été décimés très vite par la variole. Et puis, ce qui a posé problème à Philip Arthur, c'est l'avidité de ses propres officiers pour les terres. Ils en voulaient plus, parce qu'il y avait les convicts à qui on aurait peut-être donné des terres. Ce n'était pas l'idée première, ce qu'on pouvait imaginer dans quelque chose d'idyllique. On envoyait un condamné et puis on lui donnait un petit lopin de terre. Non, non, il faut attendre Lachlan Macquarie en 1811 pour que ces condamnés puissent faire quelque chose. Et puis le scorbut en 1788 a achevé la colonie et ça a été vraiment très très difficile. Voici les premières images que l'on a. Donc à l'arrivée, ils arrivent en janvier 88, on est en août 88, donc pas beaucoup de choses encore de construites. Les premières images les premiers dessins qui ont été faits
probablement par des marins, plusieurs marins. On les a mis tous sous le nom Port Jackson Painter, parce qu'on ne sait pas qui a fait ces dessins. Mais premier témoignage, donc. Et premiers ouvrages dont le premier est absolument passionnant, qui arrive à Londres en 1789. Le premier ouvrage à arriver à Londres, c'est l'ouvrage de Watkin Tench en 1789, donc très très vite. Watkin Tench est un personnage hors du commun et je crois qu'il faut essayer de lire A Narrative of the Expedition of Botany Bay. C'est un officier anglais, érudit, très sensibilisé à la politique, sensibilisé également au peuple qu'il va rencontrer. Il ne s'intéresse pas du tout aux convicts. Pour lui, c'est vraiment la fange. Mais par contre, il a une vue intelligente de la situation. Il raconte jour pour jour ce qu'il vit dans ses premiers temps de la colonisation. Et c'est un ouvrage très, très instructif de ce point de vue-là. Plus tard encore, lorsqu'il va revenir assez vite en France, à Londres plutôt, et il va combattre contre la France révolutionnaire, il va être fait prisonnier et il va écrire un nouvel ouvrage qui est Letters from a Friend from France. Et là aussi, c'est un regard absolument aiguisé sur la fin de la terreur en France, très très intéressant qui se passe en Bretagne. Plus prosaïque, et ça c'était le fait de beaucoup de chirurgiens. Les médecins étaient botanistes, naturalistes, ils s'intéressaient aux vivants, c'est évident. C'est le chirurgien John White qui va très vite publier un livre, mais avec beaucoup de dessins qui vont être réalisés par Sarah Stone. La première, Watkin Tench, va rentrer très vite et va embarquer des spécimens. Et donc, sur place, Sarah Stone va décider ces spécimens qu'on n'avait jamais vus. C'est un ouvrage vraiment très très novateur qui va s'arracher, moins que celui de Watkin Tench, qui va être traduit en plusieurs langues pour toute l'Europe en 1790-1791, pour vous dire l'intérêt que l'Europe avait sur cet essai de colonie. C'était une expérience intrigante. D'autres expéditions que je passe vite, qui balayent un petit peu la toile de fond, évidemment, qui sont toutes importantes. La Bounty, que vous connaissez tous, avec Bligh, le capitaine, qui va être mis par Fletcher Christian dans un canot avec quelques hommes, donc le 28 avril 1789. Bligh, ça il faut le lire, non pas pour la mutinerie en soi, mais par l'expédition absolument extraordinaire que cet homme a faite avec son petit canot, avec juste un peu d'eau, quelques éléments de cartographie, un sextant peut-être, pour ramener ces hommes jusqu'au Timor, jusqu'à Batavia, en évitant de débarquer sur des îles pour s'approvisionner, parce que la première fois qu'ils ont essayé, ils ont rencontré des insulaires très très hostiles. C'est un périple absolument extraordinaire. Mais Bligh, il a été envoyé à Tahiti. Pourquoi ? C'est Joseph Banks. Joseph Banks a dit à l'Amirauté, envoyer une expédition à Tahiti parce qu'on a besoin de plants de l'arbre à pain pour faire manger les esclaves dans les colonies américaines. Dans les plantations plus bas même. Et donc, ce Bligh rentre à Londres, il passe devant une cour martiale parce qu'il a perdu son bateau, bien entendu, il est acquitté, et il n'a de cesse que de repartir pour chercher cet arbre à pain. Et il va le faire et il va réussir. Il faut quand même être doté d'une force de caractère hors du commun. Entre-temps, il veut aussi se venger des mutins, donc il y a un autre vaisseau qui apparaît sur la Pandora, qui part chercher les mutins, qui en retrouve quelques-uns qui étaient restés à Tahiti, pas évidemment ceux qui sont partis sur Pitcairn, qui va en ramener quelques-uns. Ils vont faire naufrage sur la Grande Barrière de Corail.
mais certains, presque tous, vont survivre. Et là aussi, c'est intéressant parce que certains mutins vont écrire en prison, vont écrire des journaux, vont écrire un alphabet, pas un alphabet, un dictionnaire tahitien anglais qui va servir aux missionnaires qui vont partir à la fin du siècle pour évidemment évangéliser Tahiti. Une autre expédition qui n'est pas très connue, c'est Vancouver. Vancouver part en 1791. Lui, il a pour mission de cartographier. Donc là, on déplace un petit peu les missions. On n'est plus dans l'ordre du scientifique, mais plutôt on bascule vers le commercial. Il doit cartographier les côtes de l'Amérique, les côtes ouest de l'Amérique, pour rechercher des points de relâche intéressants pour les baleiniers, anglais évidemment. Il faut dire aussi que l'Amérique du Nord avait été, et les ports et les points de relâche intéressants, avaient été pris par l'Espagne très vite, qui avait vu que le commerce de fourrure, notamment avec la Chine, la Russie, était intéressant. Donc il y a eu un traité, 1780-90, avec l'Espagne, et Vancouver est allé là-bas pour s'assurer que des choses étaient bien au point, et puis aussi prendre vraiment possession au nom des Anglais de la baie de Nootka. Donc voilà ce voyage qui ne se passe pas très bien parce que Vancouver est un marin, un capitaine, un cartographe avant tout. Donc il ne veut absolument pas entendre parler de collecte. Vous savez que les hommes de bord pouvaient voler des clous par-ci, par-là pour acheter les faveurs d'une jeune femme ou des plumes ou n'importe quoi qui va se revendre bien. Ils savent que ça se revend très bien sur les ports de Londres. Et donc, il fait fouetter des gens, mettre au fer des marins qui dérogent à cette règle. Et parmi eux, il y a un petit jeune qui s'appelle Thomas Pitt. C'est embêtant parce que Thomas Pitt, qui s'était engagé comme ça à bord, c'est un cousin du Premier ministre, William Pitt. Et puis, juste quand ils sont vers Hawaï, il y a son père, qui est le baron de Cramelford, qui meurt. Et lui, il est le fils aîné. Donc, il prend tout le titre de son père, qui est père du royaume, et donc il revient à Londres. Donc, quand Vancouver revient à Londres, la famille Cramelford, qui est très très puissante, ne cesse d'attaquer Vancouver, qui va peut-être en mourir. Mais là, c'est une caricature. Et vous voyez, il faut vraiment les explications d'époque pour comprendre une caricature. C'est Thomas Pitt qui s'en prend au capitaine Vancouver en disant « Coquin, coquin, tu vas me le payer, tu dois te battre en duel avec moi, etc. » Donc voilà cette caricature de James Gillray dont je vais parler, qui est un très très grand caricaturiste de l'époque. À bord, il y a aussi Archibald Manzi. C'est le chirurgien, le naturaliste, puisqu'on avait plusieurs casquettes de l'expédition Vancouver, qui se fâche aussi avec le capitaine parce que il prend trop de place avec ses plantes, tous ces animaux et tout, c'est absolument impossible. Donc c'est vraiment, c'est quelqu'un qui va devenir très très important. Il va être aussi à la Royal Society comme Joseph Banks. Il va ramener des objets de la côte nord-ouest qui sont au British Museum. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. La recherche dans les collections, parce qu'au début, on croyait que c'était des voyages de Cook. Ils ont été mal numérotés. Là aussi, il y a toutes les enquêtes que l'on peut faire dans les collections et l'histoire des collections qui sont passionnantes. Les autres expéditions, très vite, l'expédition Baudin, évidemment, qui va être, ce qui est intéressant, c'est qu'il va être en Tasmanie dans l'hiver 1802, ce qui va expliquer, quand je parle de la Tasmanie tout à l'heure, on y est bientôt, que Collins va planter, non, c'est pas Collins, c'est quelqu'un d'autre, on va dire,
les Anglais, on va planter l'Union Jack, le drapeau avant, parce que les Français sont passés là il n'y a pas longtemps. Ils risquent de nous prendre la Tasmanie, qui s'appelait la terre de Van Diemen à l'époque, et donc les Anglais vont prendre possession. L'expédition Krusenstern, dont j'ai parlé tout à l'heure, une expédition russe qui est à but scientifique. Il y a beaucoup un équipage multiculturel qui ça ne cesse de poser problème, du reste au capitaine, qui a embarqué un ministre plutôt pour le commerce avec la Chine, et donc l'expédition a des visées commerciales. Pourquoi je la cite? Parce que d'abord j'ai parlé de Cabris tout à l'heure, et puis ensuite c'est une expédition qui n'est pas très connue, qui est importante parce qu'ils vont s'arrêter un certain temps aux Marquises, et aux Marquises, avec les planches notamment de Langsdorff, ce sont les premiers à nous rapporter des planches extraordinaires, notamment des insulaires. Comme vous connaissez peut-être très bien les tatouages de Van den Steinen, on n'est qu'à la fin du 19e siècle. Là, on est en 1813. Donc, c'est vraiment intéressant. Voilà. Tout ça, c'est pour vous donner des pistes de curiosité, évidemment. Je reviens à mes caricatures. Les caricatures, donc, surtout de James Gillray qui sont là, sont absolument passionnantes. Ce qu'on peut dire, la première au niçois qui m'a l'influence, pourquoi est-ce que je l'ai choisie? Parce qu'on voit Humphrey sur la boutique où se pressent les curieux devant ces caricatures qui sont des caricatures politiques essentiellement. Pourquoi Humphrey? Qu'est-ce que ça vient faire là? Est-ce que ça a un rapport avec notre George Humphrey, notre grand marchand de curiosités? Ben oui, parce que Anna, c'était sa sœur. En fait, il y avait William qui était éditeur, Anna qui avait ouvert une boutique d'estampes et puis de caricatures, surtout lorsqu'elle a rencontré James Gillray, qui est devenu son compagnon. Ils habitaient au premier étage de la galerie. Et donc, Anna est devenue la plus grande éditrice de caricatures de l'époque, de ce début des années 1800 et quelques. Seulement, Anna va mourir en 1818 et donc la boutique va... alors là, c'est pas clair, quand tu dis que je pinaille, je ne suis pas arrivée à démêler si la boutique revient à George Humphrey, notre marchand. Moi, j'ai pris ça pour mettre dans mon roman, parce qu'après tout, les romans, on a le droit. Mais c'est peut-être son fils. Bon, et ça, je ne sais pas. Ce qui m'intéressait, c'est d'avoir Humphrey en haut. Là, vous voyez la satire de la curiosité, d'une certaine façon, avec cet homme riche qui perd ses sous, qui a acheté un très beau baromètre ou thermomètre, je ne sais pas, tout ça qui ne sert à rien, parce que au fond, quand il y a du verglas, on le sait très bien parce qu'on tombe sur ses fesses. Voilà, donc, mais vraiment des caricatures absolument extraordinaires, d'une intelligence également. Là, par exemple, c'est la Révolution française, le pauvre révolutionnaire français qui dit, en gros, oh, qu'est-ce que je suis heureux, plus d'esclavage, voilà, nous sommes, on est libre, c'est extraordinaire, alors qu'il est en train de manger les pissenlits par la racine presque, il meurt de faim, de froid, etc. Et l'anglais qui disent « Oh là là, mais toutes les taxes, moi on est des vrais esclaves, British slavery, des vrais esclaves, on va mourir sous les taxes, on va mourir de faim. » Enfin voilà, un petit peu. Et puis, 27 juin, donc une semaine, même pas après l'arrêt à Varennes du roi français, il est déjà là, il a une caricature toute prête, toute faite, magnifique, avec le roi, Marie-Antoinette, le petit dauphin qui est à terre, et puis ces gueules terribles du peuple français qui met à mort la monarchie française. Donc, enfin, vraiment, c'est une réjouissance pour peu qu'on comprenne, parce que ce n'est pas toujours évident. La Révolution, qu'est-ce que c'est du point de vue de nos collections? C'est le grand déménagement. Le grand déménagement,
Et les cabinets de curiosité vont être saisis, redonnés, ressaisis. Enfin, voilà, un petit peu un vrac total. J'ai pris 2 exemples en province. Celui de Jean Herman, qui était un médecin naturaliste qui a beaucoup collectionné. Ça, moi, je ne suis pas allée au musée d'histoire naturelle de Strasbourg, mais il semble qu'il y ait une reconstitution de ce musée de curiosité. Un médecin qui saisit tout de suite et qui a cette volonté farouche de collectionner, non pas pour la beauté du coquillage, mais pour avoir des spécimens qui vont servir à l'éducation. Et tout ce qu'il veut, c'est vraiment ouvrir une école pour la médecine, pour la botanique. On ne sera plus un médecin ou on ne sera plus un naturaliste, on sera zoologue, entomologiste. Il a déjà cette vision de spécialité de tous ces métiers et donc il veut essayer de comprendre cela. À Nantes, on a René Dubuisson. À Nantes, puisque c'est un port, il y avait beaucoup de collections de curiosités qui allaient par les bateaux. René Dubuisson, un épicier droguiste, va récolter beaucoup de collections et avec l'idée que petit à petit, il va se construire un muséum à Nantes et qui verra son accomplissement architectural en 1873, je ne sais plus, 79, avec le muséum tel qu'on le connaît de nos jours. Alors, ce mouvement de la Révolution, on est aussi à un tournant également par rapport à ces collections, ce que je vous annonçais. Le cabinet du roi, évidemment, et du Jardin des Plantes devient le muséum d'histoire naturelle tel que l'on le connaît. Et la mission, c'est ce que j'annonçais tout à l'heure, c'est l'enseignement public de l'histoire naturelle prise dans toute son étendue et appliquée particulièrement à l'avancement de l'agriculture, du commerce et des arts. Nous sommes à un tournant où les sciences de l'homme, on n'est pas mûr pour construire une science de l'homme. La Société des observateurs de l'homme, elle est dissoute en 1803, ce qui pourrait avoir été une préfiguration des sociétés d'ethnologie ou d'anthropologie. On a un abandon des collections d'artefacts, puisqu'on crée un muséum d'histoire naturelle. On sait très bien identifier les objets d'histoire naturelle, mais ces artefacts, où est-ce que ça va ? On ne sait pas. Donc il y en a beaucoup qui sont perdus. On a l'idée de créer un muséum des antiques où on les mettrait. Mais là, il y a une terrible rivalité avec le Louvre. Bon, entendre parler de ces arcs, de ces flèches à côté de mes vases grecs, c'est pas possible. On ne va pas mettre ça dans un muséum des antiques. Donc, on veut faire un musée à la Bibliothèque nationale, mais on n'arrive pas à avoir les vitrines. C'est entassé dans les sous-sols et ça ne se fait pas. Donc, tout est perdu. L'autre géographique, qui est le Bourg sauvage, bon, déjà avait pris un coup avec l'assassinat de Cook, mais là, bascule dans une autre vision. Je caricature un petit peu parce que je veux aller vite, mais un autre temporel, un primitif à civiliser. On n'a plus quelqu'un qui est éloigné, mais quelqu'un qui est éloigné dans l'échelle du temps. C'est comme nos ancêtres, les hommes préhistoriques. Biologisation des sciences humaines, ça veut dire qu'on arrive à essayer de vouloir classer, hiérarchiser, évidemment, avec par exemple l'étude des crânes, la craniologie, la raciologie après. Et donc, on arrive très vite à une justification scientifique de la domination des Européens. Voilà un petit peu où on en est dans ce basculement du siècle après la Révolution française. Revenons à Londres. Notre musée, Ashton Leverian Museum. Que devient-il ? Je vous ai annoncé 1786, il passe dans les mains de James Parkinson, qui fait beaucoup d'efforts pour conserver le musée. 1806, il faut se rendre à l'évidence, c'est plus possible de le conserver, ça coûte trop cher. Donc, on va faire une grande vente aux enchères. Une vente aux enchères absolument spectaculaire. On a les catalogues, les facsimilés qui sont annotés même du marchand George Humphrey avec des prix, avec des noms. Ça, c'est passionnant, c'est ce qu'a fait Adrian Kepler pendant des années. Et tout va être vendu, vous vous rendez compte de la vente que c'était.
On a présent, et ça c'est intéressant pour notre histoire des collections, Léopold von Fichtel, qui est un baron de l'Empire autrichien, qui est là et qui achète beaucoup, beaucoup. Et c'est le fonds du musée qui est actuellement à Vienne. Ça vient de cette vente de 1806. Beaucoup d'acheteurs, des identifiés, des non identifiés. Il y a encore George Humphrey qui va encore acheter. Il y a William Bullock qui va créer un musée. John Laskey probablement pour le Hunterian Museum dont je vous ai parlé. William Hunter, on est à Glasgow. Des inconnus, des gens plus ou moins connus. Et ça, c'est le travail de Kepler. Les dessins de Sarah Stone qui sont là pour aider à l'identification. Ces magnifiques dessins qui nous montrent là des parures, des casques d'Hawaï, etc. Et Bullock, je vous ai dit, qui va monter un nouveau musée. Ça, c'est intéressant parce qu'on voit basculer un petit peu les choses. Bullock, il fait construire un énorme musée qui s'appelle le Hall égyptien. Vous voyez à l'imposante le frontispice du musée, absolument magnifique, en 1809. Et il va y exposer, on a une image de l'intérieur où il y a donc ces animaux empaillés et puis les coquillages, les armures. Là, on a un homme à cheval sur une armure, énormément d'artefacts, donc tout ce que l'on trouvait un petit peu à la sauce Leverian Museum, mais qui va très vite disparaître. Le public, ça ne l'intéresse plus. Je vous ai dit, on passe, la curiosité publique, elle est volatile, elle est liée à l'actualité. Donc il va vendre en 1819, non pas parce qu'il a des problèmes d'argent, mais c'est qu'il veut passer à des expositions temporaires. On va le voir. En 1819, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir le Wynne qui va donner après au Te Papa Museum et Liechtenstein qui va, je crois, acheter beaucoup de zoologie qui va aller au Berlin. Le muséum, vous allez le voir, a fait des expositions temporaires et à la fin du siècle, il va être le temple des mystères. On viendra y faire des séances de spiritisme, des séances de magie. Voilà ce qui plaît à la fin du XIXe siècle. Avant, Bullock a monté une exposition sur la diligence, je ne sais pas comment on appelle ça, la diligence de Bonaparte à Waterloo, de Napoléon, qui a été un succès absolument faramineux, semble-t-il. Ce qui est intéressant, on a peut-être du mal à le voir, derrière, il y a une image de la Vénus Hottentote. Donc là aussi, vous voyez cette curiosité voyeuriste qui est là, donc Bullock Museum. En 1822, on a par exemple une exposition sur les lapons. On fait venir des vraies reines ici. Et voilà, des choses absolument très diverses pour terminer vers le temple des mystères. Pour terminer, donc, nous repartons de Londres et nous allons vers l'Australie et la Tasmanie. On va partir à bord de la coquille. La coquille, le capitaine du navire, c'est Louis-Isidore Duperret, qui n'est pas qui est un marin bien aguerri. Il a été le second avec Freycinet. Et là, il convainc Louis XVIII de renouer avec les grandes expéditions scientifiques et il veut mener à bien un grand tour du monde en passant par l'Australie, la Tasmanie, on va voir le voyage jusqu'à la Micronésie, avec des savants à bord, ramener beaucoup de choses, faire aussi... Duperret était très... sensible également à essayer de comprendre les peuples d'ailleurs. Donc il voulait cartographier, il y avait une question du magnétisme aussi terrestre, donc de l'astronomie, des naturalistes et des dessinateurs. Donc ils partent et c'est une véritable réussite. Voilà un petit peu le parcours de la coquille.
donc la Nouvelle-Guinée, le Timor, la Tasmanie, et janvier 1824, et c'est là que je vais laisser la coquille pour mes héros. En fait, il n'y a plus que Tristan qui arrive ici en 1824, relâche à Sydney. Pendant ce temps-là, enfin je veux dire plutôt après 1824, donc moi je le lâche, mais il va encore parcourir un grand périple avec des choses qui n'étaient absolument pas connues de Micronésie, et puis va rentrer en France. Donc là aussi une expédition méconnue, mais une réussite à tant du point de vue sanitaire, parce que pour la première fois on a embarqué des caisses, des boîtes de conserve, des caisses en fer, et maintenant on sait bien traiter le scorbut, vraiment on sait bien faire. Il ramène des milliers de spécimens, et on a des témoignages ethnographiques grâce au dessin de Jules-Louis Lejeune. Donc pour l'histoire, Jules-Louis Lejeune donc, a existé. C'est le seul civil qui est à bord, parce qu'à l'époque, on a compris que les civils à bord de ces expéditions, tant en Angleterre qu'en France, ça affiche la panique, pour être poli. Et donc, on ne veut que des gens, soit de l'amirauté, soit du ministère de la Marine. C'est pour ça que je fais embarquer mon héros comme étant le cousin de Jules-Louis Lejeune, qui a eu un passe-droit parce que, et ça c'est pour de vrai, il est le fils, il est le neveu d'un baron d'Empire qui était très connu. Et Jules-Louis Lejeune, il fait des dessins absolument merveilleux. Par exemple, on a ici un douk-douk, quand il s'arrête en Nouvelle-Guinée, presque Nouvelle-Irlande, des hommes de Nouvelle-Guinée. Et il est très très sensible aux populations locales. Donc il va pas hésiter à aller dans les villages et à décrire la vie quotidienne de ces villages. Donc par exemple le battage de l'étoffe à Tahiti. Et là, une scène assez extraordinaire d'un on va dire, costume de deuilleur, là aussi, à Tahiti. Donc, des témoignages absolument passionnants que ramène la coquille. Et puis, à bord de la coquille, il y a aussi quelqu'un qui m'intéresse beaucoup, qui est René Primevère-Leçon. Ce beau nom parce qu'il est né sous l'époque de la Révolution française, où on donnait des noms de plantes, de fleurs aux jeunes bébés qui naissaient à l'époque. Et René Primevère-Leçon, il a fait ses études à Rochefort. Il est dans les premiers à faire ses études à l'école de médecine de Rochefort. On avait créé une école de médecine marine, et plus tard, son cadet, Pierre Adolphe, va aussi faire ces études-là. Tous les deux, ils vont embarquer comme médecins, pharmaciens. Le premier donc sur la coquille, le second, je le dis simplement comme ça puisque c'est postérieur à ce que je raconte, il va être avec Dumont d'Urville sur l'astrolabe. Et le premier et surtout le second va collecter sur la coquille des artefacts dont on voit, il est absolument passionné par ce qui est maori notamment. Et nous sommes à un moment en Nouvelle-Zélande où il y a beaucoup de guerres tribales. Et donc pour avoir des fusils, pour avoir des armes, les chefs commencent à donner des choses qui ont de la valeur. Par exemple, ces têtes qui sont très rares à avoir, il a réussi à en obtenir. Donc il a obtenu 3 têtes qui sont parties une dans des collections, une autre dans un cabinet, et l'autre, on peut trouver tous ces artefacts au musée de Rochefort, au musée Èbre. La tête a été restituée aux Maoris en 2012, je crois, par la ville de Rochefort. Donc un personnage très très intéressant qui a écrit, surtout son frère, à bord de l'astrolabe. La coquille donc arrive à Sydney en janvier 1824.
Ils sont accueillis par un curieux personnage, Bungarry. Bungarry, il se présente en uniforme qu'on lui a donné, d'uniforme de marin, avec un drôle de bicorne. Il porte un pectoral ici gravé qui a été donné par Macquarie, comme quoi il est le roi d'Australie, en tout cas de la baie de Sydney. Et c'est un personnage étonnant. Il a été guide pour Matthew Flinders, qui est le grand navigateur anglais cartographe qui a cartographié les côtes de l'Australie. Il est vraiment très apprécié. Ça a dû être un grand diplomate par rapport à ces marins anglais, ces capitaines anglais, comme Tupaya a pu l'être avec Cook et les aborigènes. Et puis, en Australie, mon deuxième acolyte, Tristan, va trouver une piste qui va le conduire et finir en Tasmanie. C'est la fin du roman. Et donc, en 1824, il s'embarque pour la Tasmanie. Il espère trouver là une terre plus accueillante que ce qu'il a trouvé à Sydney, avec cette colonie. Enfin, tout est compliqué, les aborigènes qui restent mendiants, les convicts. Enfin, il essaye de trouver quelque chose de mieux, peut-être un paradis. Donc, il s'embarque pour Hobarton. Hobarton est donc, là c'est une vue de 1824, comme je vous l'ai dit, l'Angleterre a pris possession de la Tasmanie en 1803. 1804, c'est David Collins qui prend possession et petit à petit une colonie va se faire sur la rive de la rivière Derwent, ici, c'est Hobarton. Alors, à quoi ça sert cette terre? Eh bien, très vite, on va emmener des prisonniers, des convicts, dans des bagnes que l'on va construire, bien sûr. Port Arthur, ici, et puis le plus terrible de tous, sur Sarah Island, une petite île de ce goulet, ici, qu'il faut joindre en faisant le tour comme ça avec les vents d'ouest en pleine figure. Et lorsque vous arriviez ici, c'est ce qu'on appelle la porte de l'enfer, parce qu'il fallait être bon marin pour pouvoir entrer dedans. On imagine la houle qui rentre là-dedans et conduire ces pauvres malheureux à Sarah Island. Donc il arrive là et ce qu'il découvre, eh ben, c'est presque pire qu'à Sydney. Déjà, les aborigènes vont être décimés, mais de manière à une échelle absolument extraordinaire, de 1803 à 1833, de 5000 à 300. 43 ans plus tard, c'est l'intégralité de la population indigène de Tasmanie qui a été décimée, anéantie par les maladies, bien sûr. Et puis, 75 000 condamnés quand même sont allés en Tasmanie. Et je vous ai mis quelques exemples pourquoi ils étaient condamnés à 7 ans pour avoir volé un mouchoir en lin. C'est ce que je vous disais au départ. Les biens des nantis anglais avaient beaucoup plus de valeur qu'une vie humaine. Et voilà, regardez la petitesse de ces peines. Il y a eu des convicts, disons, notoires qui donnent et qui ont donné ces dernières années matière à des livres et à des films qui sont absolument passionnants et terrifiants parce qu'ils relèvent de ce qu'on appelle le gothique tasmanien. Il faut donc imaginer cet environnement sauvage, ces hommes à la mine patibulaire qui s'échappent, parce qu'à moitié fous dans ces prisons. Je ne vous ai pas dit, mais à Sarah Island, lorsque la marée rentrait, beaucoup de geôles, les prisonniers avaient l'eau jusqu'au cou. J'attendais que la marée... Vous imaginez la vermine, tout ce qu'il pouvait y avoir dans ce genre d'exactions dans ces prisons. Et donc, certains ont essayé de s'échapper et ont réussi. C'est ce qu'on a appelé les bushrangers, qui faisaient régner la terreur lorsqu'ils arrivaient à se mettre ensemble dans des gangs notoires.
Et donc ça fait partie de traditions littéraires australiennes. Donc best-seller en 1800, ça c'est le premier, en 1870, The Adventure of Martin Cash. Lui, il est mort dans son lit, contrairement aux autres qui ont été pendus, bien sûr. Et pourtant, les autres ont volé pas grand-chose. Lui, il avait tué un homme par jalousie, mais il a plus ou moins échappé, enfin plus que moins, échappé à la justice. Le film Michael O, dont je vais reparler, a donné lieu à un film en 2011. Et là, pourquoi est-ce que je suis arrivée là? C'est parce que Tristan, mon petit français, qui n'est pas très bien dans sa tête, a retrouvé le fils de George Humphrey, l'un des fils de George Humphrey, qui s'appelle Adolarius Humphrey. Celui-là a réellement existé, il était minéralogiste et il a travaillé en Australie assez longtemps. Au bout d'un moment, il en a eu assez. Il est venu en Tasmanie, il a voyagé avec David Collins au départ, et il est devenu magistrat à Hobart. Et c'est devenu un homme très dur, très cruel. Il s'est fait piller, incendier sa maison par Michael O et son gang de Bush Rangers. À partir de là, c'était un homme vraiment très très dur et il est devenu un des hommes les plus puissants de Tasmanie, faisant régner un petit peu la terreur sur les détenus. Donc Tristan va retrouver cet homme-là et il va se passer des petites choses. Voilà Sarah Hyland comme il est de nos jours. Sarah Hyland avait la bonne idée d'avoir beaucoup de pins huons qui étaient renommés pour la construction navale. Donc on faisait travailler à mort les forçats pour avoir du bois pour des bateaux. Port Arthur que l'on visite encore de nos jours et Sarah Hyland qui est vraiment très très à l'état de ruine. Et le roman va se finir en juillet 1824 avec l'exécution d'Alexander Pierce. Alexander Pierce, c'est peut-être le plus célèbre Bush Rangers connu, le prisonnier plus célèbre. Il avait volé 6 paires de chaussures à Londres. Il a été condamné à 7 ans en Australie. Il a été mis en Tasmanie, à Port Arthur, de l'autre côté, et puis conduit par les portes de l'enfer à Sarah Island. Mais c'était un coriace. Il s'y est échappé de Sarah Island. Il est arrivé même jusqu'à Hobart où il a été repris. Il est arrivé et il a raconté qu'il avait mangé ses compagnons. Que la première fois, on a tiré au sort celui qui était le plus faible parce que il faut se rendre compte entre Sarah Island et Hobart ce qu'il fallait gravir de montagnes, d'éléments sauvages, de rivières, de torrents pour y arriver. Et personne ne l'a cru, évidemment. Et il s'est fait renfermer. Il a réussi à s'échapper une seconde fois. Et là, il est arrivé à Hobart avec de la chair humaine dans ses poches. Donc là, on l'a cru pour cette seconde fois. Donc Alexander Pierce, c'est l'archétype du roman, si vous voulez vous faire peur, et des films. Il y a 2 films qui ont été faits avec lui. Il y en a un petit peu sur Internet. Vous pouvez voir The Last Confession of Alexander Pierce et Van Diemen's Land, qui sont du pur gothique tasmanien. Donc lui, il est pendu en juillet de 1824. Et c'est là que l'histoire s'arrête. Je vous ai fait naviguer 1h30 entre les salons feutrés de Sarah avec le muséum d'Ashton Lever pour aller vers une autre Sarah, une Sarah Island avec toutes les exactions possibles commises dans ce pénitencier qui a été fermé en 1850 ou 70, je ne sais plus exactement. Donc voilà, avec, je le souligne encore, cette toile de fond qui me semble importante de vous avoir éclairé, et c'est le cas de le dire, sur ces lumières, parce que actuellement, et je trouve que c'est très très moderne, on se pose beaucoup de questions sur notre universalisme démocratique, européen, que l'on voudrait revendiquer en héritage à partir d'une simple formule facile
des lumières, de la raison qui nous guide, etc. Mais ce n'est pas simple. Les Lumières, ça n'a jamais été un bloc monolithique sur lequel on peut se référer. Ça a été une période, des événements absolument contradictoires, des débats, et c'est de cela dont on manque le plus actuellement. Il faut voir que c'est une époque où on pouvait débattre, et pas de censure, et de tous les problèmes qui se posaient dans des sociétés qui étaient en totale mutation, comme la nôtre, et d'une certaine façon également en grande mutation. Voilà, merci pour votre attention.